Vous écoutez le balado Connecté. Un balado qui va démystifier les saines relations à l'ère des réseaux sociaux chez les 12 à 17 ans. Ensemble, on va s'outiller à interagir avec les ados à l'ère du numérique. Ensemble, on va se connecter à la réalité des jeunes et des intervenants et intervenantes jeunesse. Mon nom est Caroline Coiré, intervenante psychosociale, et aujourd'hui, je reçois Amélie Gauthier. Salut Amélie, je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Un sujet super important. Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Donc, Amélie Gauthier, directrice générale du Centre de prévention du suicide Le Faubourg, qui couvre la région des Laurentides. Oui. Depuis combien de temps, Amélie, est-ce que tu travailles au Centre de prévention Le Faubourg? Je fête cette année mes 25 ans. Oh my God, OK. Oui. Okay, donc, on cherchait une expertise sur la prévention du suicide. On a visé juste. En effet, avec nous. Donc, d'abord, au nom du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, merci de prendre ce temps-là avec nous pour soutenir les intervenants jeunesse. La prévention du suicide, c'est vraiment un sujet délicat avec lequel on peut vivre certains malaises dans le sens où c'est touché d'intervenir en prévention du suicide. Ça fait peur, hein? Ça fait peur parce qu'on parle à des gens qui se questionnent par rapport à la vie, par rapport à la mort. Fait que ça peut emmener du stress et de l'anxiété. Puis en effet, ça fait peur. Oui. Donc, avec toi aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse discuter en fait de prévention du suicide chez les adolescents, qu'on va vivre dans la vie réelle, donc hors réseaux sociaux, mais également ce qu'on voit sur les réseaux. Ouais. Parce que ce que j'entends par les intervenants avec lesquels je travaille ou que j'ai rencontrés dans le cadre de ce projet-là, qui est le projet Alterado, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on voit des idéations suicidaires en ligne? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand un jeune écrit sur sa page Instagram écœuré de cette vie-là, je serais mieux si j'étais plus là? Qu'est-ce qu'on fait quand on voit que c'est valorisé? Ah, le courageux, lui, il a eu le courage de s'enlever la vie. Ou au contraire, qu'on y va dans l'autre côté, que c'est quel lâche, alors que les jeunes qui peuvent s'associer à ces histoires-là. Donc, doucement, je pense qu'on peut aborder ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on aborde ce sujet-là avec les jeunes? Parce qu'il va falloir l'aborder. Ouais. Si on est là-dedans, il va falloir en parler. Puis on va essayer de voir avec quels mots on peut le faire, puis quel sens on donne à cette intervention-là. Donc, merci encore d'être là. Donc, avant toute chose, est-ce que tu peux faire la distinction entre l'idéation suicidaire, la tentative, le passage à l'acte? Parce que des fois, je vois que c'est un peu mélangé. Oui, ben oui. En fait, c'est sûr que les idées suicidaires, c'est un processus. Quand la personne est dans le processus, qu'elle a des idées suicidaires, on va dire qu'elle a des idéations suicidaires. Donc, elle pense au suicide, elle se questionne par rapport à la mort. Elle peut avoir un moyen d'identifier, elle peut avoir un moyen d'organiser, mais il reste que c'est une idée suicidaire. Lorsqu'on va parler d'un passage à l'acte, ou d'une tentative, ce qui veut dire la même affaire, c'est que le geste est posé. Donc, le geste pour s'enlever la vie a été posé. Qu'il soit létal ou non. Ça, c'est particulier, surtout pour les enfants et les adolescents. Donc, si je pense qu'en faisant cette action-là, ça peut atteindre à ma vie, c'est considéré comme une tentative de suicide. Parce qu'on sait que certains enfants, certains adolescents connaissent pas tous les moyens pour s'enlever la vie, puis des fois peuvent prendre un moyen non létal, non dangereux, mais dans sa tête, c'était quand même un processus. Donc, on peut pas le tasser en se disant c'est pas une vraie tentative. Pour lui, c'en était une. OK. Ça, c'est une bonne nuance à faire parce que effectivement, on peut peut-être être tenté de mettre dans une catégorie est-ce qu'il est à risque ou pas. Oui. Exactement, exactement. Donc, un jeune qui a fait une tentative, qui dans sa tête s'est mis en danger, a mis sa vie en danger, peu importe le moyen, c'est une tentative de suicide. Puis pour avoir moi-même été bénévole au Suicide Action Montréal pendant 2 ans, il y a de ça quelques années déjà, on savait que dans les critères d'évaluation de la dangerosité, d'avoir un passage à l'acte qui soit, bien évidemment, c'est en ligne avec nous, pas été létal, mais d'avoir un passage à l'acte, c'était un critère de dangerosité en termes de niveau, là, est-ce qu'on était dans le jaune, dans l'orange, dans le rouge, on le considérait. Donc, là, ce que j'entends, c'est faisons attention à bien considérer tous les passages à l'acte, pas selon notre perception de est-ce que c'était létal ou pas, le moyen qu'il a pris.
Exactement, exactement. Surtout lorsqu'on parle de jeunes enfants ou de jeunes adolescents, on parle de 11, 12, 13. Ça se pourrait que le moyen soit pas nécessairement dangereux pour la vie, mais que lui pensait que ce l'était. Donc, ce qu'on veut pas, c'est de faire en sorte que le geste suicidaire soit pas pris au sérieux, puis que l'intervention soit pas faite. Puis là, on le fragilise, puis on le rend encore plus vulnérable. OK. Puis, justement, là, on le ramène aux réseaux sociaux, puis je suis sûre que ça va nous ramener à l'intervention en face à face, mais quand, là, on est sur les réseaux sociaux, par exemple, sur la page du regroupement des maisons des jeunes, Oui. on a un intervenant qui est sur sa page et qui voit un message, là, popper dans Messenger ou Instagram, peu importe, un jeune qui dit « Je suis écœuré de vivre ». Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La première chose qu'on doit faire, c'est de pas rester sur la page principale puis de lui parler en privé. Ça, c'est la première chose. De ne pas intervenir avec tout le réseau social qui regarde et qui lit. Pour deux raisons. Premièrement, c'est privé. Puis, deuxièmement, ça se pourrait qu'il y ait des gens qui écrivent des choses pas tout à fait adéquates, qui vont soit défaire l'intervention ou soit rendre la personne encore plus vulnérable. Donc, ce qu'on veut, c'est retirer cette personne-là puis faire vraiment une intervention là, en privé. Que ce soit, on envoie le courriel en privé, que ce soit un coup de fil, peu importe, mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment de l'enlever du réseau pour faire cette intervention-là. Puis, juste pour clarifier, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de défaire l'intervention ou rendre la personne encore plus vulnérable? Bien, par exemple, on sait, les réseaux sociaux, il y a de toutes sortes de monde. Donc, il pourrait y avoir des gens qui écrivent, fais le don, une personne de moins, des choses comme ça qui va faire en sorte qu'il va être encore plus vulnérable. Donc, il pourrait te faire insulter. Pourrait avoir des commentaires pour l'inciter à le faire. T'es pas game, fais le don, arrête d'en parler, fais-le. Des choses comme ça qu'on va voir régulièrement là, sur les réseaux sociaux. Les gens se permettent de dire des choses que dans la vraie vie, ils diraient pas. Mais quoi qu'on entend des choses et qu'on lit sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, du genre, s'il en parle autant, s'il avait eu à le faire, il l'aurait fait. Oui. Ça, je l'ai donc entendu même de la bouche des adultes. Ah, il cherche l'attention. Regarde, s'il avait eu à le faire, il l'aurait fait, ça fait longtemps. Là. Oui, ça, c'est vrai qu'il l'entend. Le trouble de santé mentale. Oui. Le trouble de personnalité limite, on sait bien. Ça fait partie du pattern. Là. Il va y avoir des moments où ils ont des idées suicidaires. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, ça, de ça? J'en pense, premièrement, je vais vous parler je vais vous donner quelques petites statistiques, puis après ça, on va parler de l'attention. 8 personnes sur 10 qui se sont suicidées ont nommé clairement leur intention de se suicider, premièrement. Donc, quand les gens en parlent, la majeure partie des gens qui en ont parlé se sont suicidés. Deuxième chose, attirer l'attention, je pense que ça dépend de comment nous, on voit attirer l'attention. Moi, quelqu'un qui est vulnérable, je veux qu'il attire l'attention. Je veux qu'il attire mon attention pour me dire qu'il va pas bien. Donc, oui, ils essaient d'attirer l'attention, tout à fait, mais c'est notre façon de voir cette demande d'aide-là qui est négative. Donc, oui, ils sont en train de se noyer, puis ils sont en train de faire aller leurs mains en disant « aidez-nous, aidez-moi, aidez-moi ». Fait que oui, ils essaient d'attirer l'attention, puis c'est une bonne chose qu'ils en parlent, comme ça, ils peuvent recevoir l'aide qu'ils ont besoin. Les borderline, personnalité limite, ils font énormément de tentatives, puis ils meurent beaucoup par suicide. Donc, oui, ils nous demandent de l'attention parce qu'ils sont vulnérables et qu'ils en ont besoin. Je pense que ce soit pour soit des personnes qui vivent avec le trouble de personnalité limite, j'ai l'impression que, et pour le voir en clinique, ça l'épuise l'entourage, qui vivent énormément d'impuissance, et ça devient une façon de se couper. Oui. C'est une forme de déni que de dire « Ah, c'est pas si grave, finalement, regardez, il l'a pas fait ». Donc, mon niveau de responsabilité d'agir est donc moindre, parce que de toute façon, il le fait pas, puis que ça fait 10 ans qu'il fait ça. Oui, tout à fait. J'ai l'impression que c'est vraiment une façon de se protéger. Oui. Mais qui incite t'as pas apporté la responsabilité seule de ton proche qui vit ça, va demander de l'aide et met des gens autour de cette personne-là pour peut-être que tu sois pas la seule personne qui reçoit cette détresse-là. Oui, tout à fait. Quand on est un proche, c'est facile quand on est un intervenant parce qu'on voit cette personne-là peut-être une fois par semaine ou peut-être je lui parle 2 fois par semaine. Mais quand je suis 24 heures sur 24 avec cette personne-là qui souffre, ça devient
lourd, ça devient difficile. Puis moi aussi, je peux devenir vulnérable. Et c'est sûr que oui, l'impuissance, une des premières choses que ça fait l'impuissance, c'est la non-action. Ça nous fait pas bouger quand on se sent impuissant. Donc, oui, l'entourage pourrait décider de ne pas bouger ou pourrait rationaliser en se disant, ben finalement, il a peut-être raison, il est très souffrant, peut-être qu'il est mieux comme ça, peut-être que c'est vraiment ça qu'il veut, parce que c'est plus facile de cette façon-là de rationaliser, d'y aller dans son élan de mort, puis de devenir plus fidèle à sa partie qui veut mourir qu'à sa partie qui veut vivre. Hein, parce que les gens qui sont suicidaires ont ces deux parties-là en eux. Là, c'est cette ambivalence-là qui joue, qui fait que tous les jours, ben, ils vont nous parler et de leurs espoirs et de leur raison de mourir. Ils vont nous parler des deux. Fait que ça peut être très difficile dans le quotidien. Puis là, on parle des proches qui s'épuisent, mais je présume qu'on peut voir le même phénomène chez les intervenants et les professionnels. Tout à fait. On peut voir la même chose chez les professionnels, chez les intervenants, en effet. C'est une des raisons pourquoi ce qu'on dit en prévention suicide, c'est jamais travailler tout seul. Toujours travailler en équipe, faire en sorte d'être capable de prendre du recul là, quand on est dans nos interventions. Intervention simple ou même avec un client pour justement pas tomber dans ces petits anglements-là. Puis, comme tu dis, de ne pas rester seul avec ça, dans un centre comme une maison des jeunes, ou est-ce qu'il devrait y avoir une personne responsable de ce type d'intervention-là, ou est-ce qu'il devrait y avoir plusieurs intervenants responsables? Bien, je pense que pour être responsable d'un type d'intervention, il faut probablement savoir qu'est-ce qu'on a à faire pour ne pas se sentir impuissant. Donc, être formé. Parce que si je me sens impuissant puis je ne sais pas quoi faire, ça se peut que je décide de ne pas bouger ou de ne pas voir les signes parce que je ne sais pas comment intervenir à ce moment-là. Donc, on commence par former notre monde qui va être responsable. Puis, je pense que tout seul, c'est pas aidant. Écoute, chez nous, nos intervenants qui sont sur les lignes d'intervention, qui font ça 35 heures semaine, ont toujours 24 heures sur 24 un superviseur et une équipe de soutien. Un intervenant qui est là pour les aider à prendre du recul puis trouver des pistes de solutions quand ils tournent en rond. Donc, ils sont toujours 3 pour un client. Parce que des fois, on n'arrive pas, on est enfermé dans la boîte avec eux, puis on n'arrive pas à voir les côtés de lumière, puis on a besoin de prendre notre propre recul dans l'intervention. Donc, c'est certain que dans une maison des jeunes, au moins 1 ou 2 personnes, au moins 2 personnes pour qu'ils puissent se parler entre eux, parce qu'ils ils ont l'impression d'être pris au piège. Là. OK. Donc, on s'entoure, on se forme. Oui. Puis, est-ce qu'il y a une différence dans l'intervention, qu'on soit avec un adolescent qui a des idéations suicidaires ou un adulte? Bien, au niveau de l'intervention, non. Parce que dans le fond, l'idée, ce qu'on veut faire, c'est le rebrancher sur ses ressources, le rebrancher sur ses forces et faire grandir la partie qu'il veut vivre. Donc, son espoir, son futur qui vaut la peine pour s'accrocher. Ça, c'est ce qu'on veut faire pour tout le monde. Par contre, un adolescent a moins de moyens qu'un adulte. Un adolescent, c'est peut-être la première fois qu'il vit ça. C'est que le rebrancher sur ses ressources, mais peut-être qu'il ne l'a pas développé encore, cette ressource-là. Si c'est sa première peine d'amour, si c'est le premier deuil qu'il vit, il ne l'a jamais vécu, il a développé des choses. Fait que ça, c'est différent pour les enfants puis les adolescents, tandis qu'un adulte, souvent, ils ont vécu quelque chose de similaire, donc on peut aller chercher les ressources, les forces qu'ils avaient dans le passé. Fait que ça, c'est la particularité. Puis, dans tout ce qui est adolescent, enfant, adolescent, jusqu'au début de l'âge adulte, le cerveau est extrêmement immature. Là. On l'oublie souvent quand on voit encore leurs grands bras, puis on dit là, il arrive à 20 ans, là, à un moment donné, tu sais. Mais on le sait dans la littérature que juste le cortex prend jusqu'à 25 ans à se développer, mais la capacité des 3 cerveaux, là, le cerveau reptilien qui gère les mécanismes de survie, le cerveau émotionnel, le cerveau limbique, puis le cortex préfrontal, les neurosciences ont démontré que c'est 45 ans avant que ces 3 parties-là soient le plus matures que possible, la connexion entre ces différentes parties-là. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier que même si on répète, puis on répète, parce que c'est ce qui nous épuise, hein, répéter, on est allé des fois de répéter, c'est un cerveau qui est en construction. Ouais. Puis quand là, sa zone d'alerte part, là, comme tu dis, il a fait rire de lui, il est en peine d'amour, il vit un deuil, c'est le début de l'année scolaire, il vit plein de nouvelles affaires en même temps.
ça peut les mettre dans des états que nous, on ne comprend pas comme adultes, qui avons des ressources puis un cerveau plus mature. Oui. Donc, oui. moi, je vois un enjeu au niveau de l'impulsivité de l'adolescent, dû à l'immaturité du cerveau. Donc, quel lien tu fais, toi, entre l'impulsivité et les passages à l'acte de nos ados? C'est certain que ça a un lien, l'impulsivité. En général, un adolescent est plus impulsif. Et on sait que c'est un facteur de risque, l'impulsivité. L'impulsivité rentre en jeu quand le jeune est déjà vulnérable et a déjà des idéations suicidaires. Donc, quelqu'un qui est très impulsif puis qui n'avait pas d'idées suicidaires, il a une mauvaise journée, il ne va pas se suicider soi-même. Par contre, s'il était très vulnérable, il avait déjà des idées en tête, et il arrive le soir puis il voit un moyen disponible pour avoir une impulsion dans le passage à l'acte. Donc, oui, ça a un impact sur les jeunes au niveau du passage à l'acte. OK. Donc, est-ce que dans l'intervention, ça va changer quelque chose? Mettons qu'un jeune écrit le soir là, sur la page de l'intervenant ou sur la page de la ressource, en fait, là, est-ce qu'on lui donne un rendez-vous genre ce soir-là? Ou est-ce qu'on dit, bien, regarde, viens nous voir demain matin? Je pense que ça dépend. Premièrement, est-ce qu'on connaît ce jeune-là? Est-ce qu'on sait si... Parce qu'en plus, il y a des jeunes qui sont encore plus impulsifs que d'autres. Hein? Il y en a qui ont certains critères qui fait qu'ils sont plus impulsifs. Donc, c'est sûr qu'à la base, si c'est un jeune qui est encore plus impulsif que les autres, moi, je serais plus inquiète. Si c'est un jeune que habituellement va très bien, puis là, tout à coup, il nomme qu'il est suicidaire sur la page, je me questionnerais. Fait que je pense qu'il y a aussi une analyse de c'est qui le jeune, qu'est-ce qui se passe. C'est certain que je travaille là-dedans. Puis d'emblée, selon moi, il faudrait toujours intervenir tout de suite. C'est sûr que des fois, c'est plus difficile parce que la page, les centres ont parti la page, puis il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui fait une vigie 24 heures sur 24. Mais c'est sûr que quand on a une page, puis qu'on a des jeunes qui peuvent être vulnérables, faut s'attendre à intervenir si on a ouvert la page pour que les gens puissent écrire dessus. Moi, j'aurais tendance à dire oui, moi, j'agirais immédiatement dès que c'est lancé. 1, pour aider les jeunes. 2, pour empêcher aussi tous les autres ajouts que sur les réseaux des autres jeunes qui pourraient écrire des choses qui sont peut-être adéquates, inadéquates et qui pourraient fragiliser d'autres jeunes. Dans le fond, c'est gérer tout de suite la situation pour le jeune qui est vulnérable puis pour les autres qui sont en train de lire ça aussi. Parce qu'on ne sait pas quel autre jeune vulnérable il y a, puis qu'est-ce qu'il va lire dans les commentaires, puis comment ça va être géré. Donc, est-ce que tu suggères de supprimer cette publication-là qui figure sur une page, d'emblée, pas dans le Messenger personnel, là, mais il a mis ça sur la page. Est-ce qu'on supprime cette publication-là? J'irais dans 2 étapes. La première, c'est sûr qu'on contacte le jeune. La deuxième, en supprimant, je laisserai un message qui dit « Si vous avez besoin d'aide, voici où aller chercher de l'aide ». Donc, je remplacerai le message par un autre. Parce que si c'est juste supprimé, le message qu'on peut envoyer, c'est que c'est négatif, exprimez-vous pas, etc. Donc, on fait juste remplacer le message pour un autre en disant « Si vous avez besoin d'aide, appelez telle ressource, faites telle chose, on est là pour vous. » Oui, puis pour avoir travaillé en milieu scolaire où il y avait des événements pour lesquels les jeunes étaient mis au courant, donc un jeune qui soit passé à l'acte, puis annoncé qu'il y avait des idéations suicidaires, les jeunes ont besoin d'en parler après. Ouais. Qu'ils soient concernés personnellement, qu'ils aient envie de ça, qu'ils aient pensé à ça, ou juste que ça leur fait vivre, de s'imaginer que d'autres jeunes peuvent vivre ça, ils ont besoin d'en parler. Oui. Et comment on en parle avec eux? Comment on en parle? C'est certain qu'on n'en parle pas sur le réseau social. On en parle en face à face. On en parle en choisissant à qui on en parle. On n'impose pas cette parole-là à un groupe de gens. On décide pas de faire une ouverture de parole sur l'heure du dîner quand il y en a que c'est pas nécessaire pour eux. Je pense que s'il y a 1, 2 ou 3 personnes qui ont besoin d'en parler, on peut les prendre à part puis faire cette conversation-là avec eux. Donc, il faut toujours faire attention puis de choisir pour pas imposer ce type de discussion-là à certains jeunes qui n'ont pas envie d'en parler à ce moment-là. OK. Donc, on annonce qu'on va tenir un groupe de discussion sur le sujet. Ceux qui ont envie de se joindre, exact. Se joindre à nous pour en parler. Oui. Puis, tout dépendant le nombre de jeunes, au moins 2 intervenants.
Ah Parce oui? que pendant la rencontre, s'il y a un jeune qui décide de quitter, bien, l'intervenant va suivre parce que je veux savoir pourquoi il quitte. Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il est vulnérable? Donc, s'assurer qu'il y a toujours 2 intervenants sur place pendant cette rencontre-là. Ah, c'est un bon point à apporter parce que, au-delà, en plus de quitter pour suivre, je pense qu'après, c'est bon d'en reparler à deux. Dis-toi, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as compris? Oui, Puis de réfléchir, peut-être, si les jeunes sont là, vous dites, ah, ben, moi aussi, j'ai des idéations suicidaires, il y a des interventions à poursuivre après en individuel aussi. exactement. Et c'est sûr que dans ce groupe-là, si un jeune nomme qu'il est en crise suicidaire lui-même, bien encore là, ce que je propose, c'est que l'intervenant de surplus parte avec lui tout de suite faire son intervention. Donc, s'assurer qu'il y a quelqu'un disponible pour lui aussi ensuite. Tu sais, la santé publique, il y a plusieurs années, je pense une quinzaine d'années, nous a demandé d'arrêter, nous les intervenants en général, là, pas juste les centres de prévention, d'aller dans les écoles parler de prévention suicide. Puis une des raisons, c'était que les gens s'adressaient à des grands groupes. Donc, on parlait de prévention suicide devant 30, 40, 300 personnes dans tout le monde ensemble. Et après ça, tout le monde s'en retournait chez eux. Donc, il n'y avait pas de ressources pour ceux qui allaient cogner ensuite pour dire, ben moi, j'ai besoin d'aide. Ben, le TS n'était pas là cette journée-là. On laissait tout le monde repartir, puis on ne savait pas s'il y avait des jeunes vulnérables qui avaient besoin d'aide à ce moment-là. Et c'est ce qui rendait ça dangereux. Donc, si on va en faire un groupe de discussion, ben gardons en tête que ben, s'il y a un jeune qui est en crise à ce moment-là, ben je dois le retirer puis il a besoin de l'aide tout de suite. Puis je dois m'assurer que ces jeunes-là, lorsqu'ils vont quitter la rencontre, ben s'ils ont besoin d'aide, il y a quelqu'un qui va leur répondre, qu'il y a quelqu'un qui va être disponible pour eux. OK. Donc, si par exemple, ça concerne un jeune de la classe, là, je suis une prof au secondaire, c'est pas idéal de dire, avant de commencer mon cours, on va l'adresser, on va en parler. Non, c'est pas une bonne idée. Okay. En effet. Puis, je présume que l'enseignant a tout avantage à faire venir un intervenant psychosociaux, un éducateur spécialisé, psychoéducateur en travail social pour le soutenir dans l'intervention. Oui. S'il y a une intervention de ce type-là. Si possible, connu des jeunes, c'est toujours plus rassurant quand c'est un jeune connu, donc c'est le psychoéducateur de l'école. Ouais. Et si c'est 2, 3 jeunes de la classe qui se questionnent, bien, c'est eux qu'on va retirer avec le psychoéducateur, puis il va y avoir une discussion. Le reste de la classe va continuer, puis va faire leurs travaux. OK. Donc, on fait l'intervention ciblée avec ceux qui se sentent concernés, qui ont envie d'être là. Oui. On force personne à être là, je présume? Jamais. Donc, c'est toujours les bonnes interventions auprès des bonnes personnes au bon moment. OK. Puis, on leur indique les ressources après. Oui, toujours. Si tu as besoin d'en parler, voilà qui tu peux contacter, où le contacter, comment le contacter. Exact. Donc, que ce soit les ressources de l'école, donc le psychoéducateur est disponible tel jour. Même pour un jeune, des fois, c'est plus difficile d'aller chercher de l'aide quand il connaît moins la ressource. Donc, s'il ne connaît pas le psychoéducateur, ben, allez lui présenter. Faire en sorte que cette personne-là, ben, il sait à quoi il ressemble, il sait où le local. Même chose pour des ressources disponibles 24 heures. On en a une couple de ressources disponibles 24 heures pour les jeunes, que ce soit Jeunesse J'écoute, que ce soit la ligne 1866 Appel, qui est la ligne de prévention suicide. Mais on a aussi suicide.ca qui est par texto et chat. Qu'on peut leur laisser, comme ça ils peuvent choisir, mais l'idée c'est d'avoir des disponibilités 24 heures et connues aussi. Donc on mélange les deux. OK. Puis là, tu m'amènes à penser, si un jeune contacte son intervenant ou parle d'idéation suicidaire dans une intervention sur place, oui. Qu'en est-il de la confidentialité par rapport à ses parents quand on est rendu dans l'intervention de prévention de suicide? Tout ce qui est confidentialité, là, lorsque les jeunes ont la confidentialité à partir de 14 ans, tout ce qui est le jeune qui peut être en danger, on peut briser la confidentialité. Donc, un jeune qui a des idéations suicidaires, qui a identifié le moyen, qui a organisé son moyen, qui a un moment pour le faire, on le considère en danger. Donc, à ce moment-là, on peut alerter. Puis là, alerter, ça peut être le tuteur, ça peut être les centres jeunesse si le problème, c'est les parents, mais faire en sorte que le jeune soit en sécurité, ça peut être les parents aussi. Donc, ça, c'est le concept au niveau de la notion de danger. Tout ce qui est 13 ans et moins, ils n'ont pas de confidentialité. Mais en même temps, on a un lien à créer. Hein? Donc,
Fait que c'est important de garder notre lien, c'est important de donner les informations nécessaires, de dire que le jeune est suicidaire, c'est important aussi. Mais ils n'ont pas nécessairement de confidentialité là, à ce moment-là. Les parents doivent savoir qu'on a fait une intervention près d'eux. OK. Comment on récupère ça après auprès du jeune? Il dit, tu m'as trahi, moi je te dis ça, je te fais confiance, puis toi tu vas le dire à mes parents, toi tu vas le dire à l'école, la prochaine fois tu n'en parlerai pas. On le fait pendant la rencontre, on le fait pas en surprise. Donc, pendant la rencontre, ça fait partie de la discussion. Puis pourquoi on le fait? Parce qu'on est inquiet de ce qu'il est en train de nous dire. Hein, fait que c'est une discussion à deux. Fait que le jeune est en train de nous dire qu'il a choisi un moyen, que le moyen est caché à tel endroit dans sa chambre. Bien, écoute, ça nous inquiète. En même temps, on est en train de travailler à le brancher sur ces parties qu'il veut vivre. En général, on réussit à avoir une partie qui veut vivre à l'intérieur de lui. Bien, c'est avec ça qu'on travaille, puis on fait en sorte qu'ensemble, on va le faire. Donc, c'est pas je le fais dans son dos sans lui en parler. C'est on le fait ensemble. Qui tu préfères qu'on appelle, ton père, ta mère? On va décider ensemble comment on le dit, comment on le fait. Donc, on travaille ensemble pour qu'il reste en vie. Donc, on installe avec lui un filet de sécurité. C'est ça. Dans lequel il est le plus confortable que possible. Oui, exactement. Ça se travaille à deux. Une intervention de crise suicidaire, on n'a pas le choix d'être deux. On ne peut pas être seul parce que c'est bien beau, on ne peut pas attacher personne sur une chaise, hein? Fait que notre objectif, c'est de le brancher sur sa partie qu'il veut vivre, qui va travailler avec nous pour se garder en vie. C'est ça l'objectif de l'intervention. Puis une fois qu'on acquiert ça, bien, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de faire un filet de sécurité. Puis est-ce que, là, tu parles de partie qui veut vivre, de partie qui veut mourir, est-ce que les réseaux sociaux alimentent une ou l'autre de ces parties-là? As-tu cette impression-là? Oui. Je pense que ça dépend de quel réseau on est. Ouais. Il y a des réseaux très sains, justement, qui parlent d'espoir et qui nourrit la partie qui veut vivre et qui donne des belles ressources. Il y a des réseaux très malsains aussi qui font l'inverse. Donc, c'est d'ailleurs la problématique des réseaux. Hein, ça a été prouvé à plein d'études que sur les adolescents, ça a un impact considérable sur l'anxiété, sur la performance, sur tout ce qui se demande au niveau de de ce qu'ils projettent. Ça l'amène énormément de stress, puis ça l'affecte leur santé mentale. Donc, c'est certain que ça a un impact. C'est clair que ça a un impact sur eux. Et tout dépendant, je regarde TikTok, entre autres, avec les drôles de choses qui ont passé dernièrement, là, que ce soit celui-là, je pense que je me rappelle plus du nom, mais ça finissait par que quand tu avais perdu, tu devais te blesser. Oh my God. Oui, c'est ça. Le fameux challenge TikTok, là. Oui, des challenges où ça terminait par si tu réussis pas ton challenge, tu dois aller te blesser. Fait que ça n'a aucun sens, c'est pas des. Ça l'aide pas, là, ce challenge-là. Non, puis ça normalise des comportements aussi. Exactement. Oui. Oui, parce que ça le rend populaire. Oui. Oui. Ça le rend populaire. Puis les jeunes ont accès à du contenu. C'est infini le contenu qu'ils ont besoin. J'ai eu des jeunes en clinique, ou même quand j'ai travaillé pendant un moment en marge 12-17 dans le bas de la ville à Montréal. Puis les jeunes allaient en ligne à ce moment-là, puis c'était bien moins populaire les réseaux sociaux que celui aujourd'hui, là. Puis ils allaient se trouver d'autres personnes qui n'allaient pas les juger parce qu'ils voulaient mourir, puis qui allaient les aider à se délivrer de la vie. C'est grave, là. Oui. C'est grave. Donc, c'est important de comprendre qu'il faut sortir le jeune des réseaux sociaux quand on identifie des stations suicidaires, parce que l'isolement, puis le jeune va dire « Oui, mais j'ai plein de monde qui me soutient, en ligne, je vais trouver des vrais amis, j'en ai pas besoin dans la vie réelle, eux, ils me comprennent en ligne. » On ne sait pas ce qui est dit en ligne, puis ce qui est partagé. Oui. Puis je pense que c'est un gros travail qu'on a à faire comme société avec les parents aussi, là, qui comprennent l'importance puis le danger et l'immaturité où même si quand tu penses qu'ils ont compris, ils n'ont pas compris. Tu sais, j'ai un exemple. Chez moi, les TikTok et tout ça, ma fille a 13 ans.
TikTok et tout ça, naturellement, c'est banni chez nous. Moi, Par contre, elle va sur Internet. Quand elle va sur Internet, c'est porte ouverte. J'ai vraiment mis des... Et il y a peut-être 3 semaines, elle est assise à côté de moi avec son ordinateur. On est dans le salon, puis on est assis sur le divan, puis elle est en train de jouer à quelque chose sur un site que je ne connais pas. Je dis, qu'est-ce que c'est? Ah ben, c'est un site sur l'anxiété. Je dis, ah oui, c'est quoi ce site-là? Ben, je sais pas, je suis tombée là-dessus. Je regarde. C'est un site d'une jeune qu'on ne connaît pas, qui vient de nulle part, qui n'a pas d'études, elle ne dit pas d'où elle vient. C'est rempli d'informations, puis elle a formé des petits jeux par elle-même que tu es censé combattre l'anxiété, puis si tu n'y arrives pas, l'anxiété te mange. Okay. Puis, c'est de l'information. J'ai dit, il n'y a rien de prouvé. Puis j'explique à ma fille, il n'y a rien de prouvé là-dedans. Comment tu as fait, pour tomber là-dessus? Puis 2, tu ne sais pas qu'est-ce qui est écrit là-dessus, si c'est bon. J'ai dit, tu n'as rien validé. Mais dans sa tête à elle, quand elle a vu ça, elle s'est dit, c'est pour prévenir l'anxiété, c'est intéressant. Puis elle est tombée là-dessus, puis elle jouait là-dessus automatiquement. Puis je suis quelqu'un qui surveille. Fait qu'imagine-toi quelqu'un qui ne surveille pas où est-ce que les enfants peuvent se diriger, puis ils peuvent aller partout, là. Oui, c'est ça. Ils peuvent vraiment aller partout, puis c'est le risque aussi qui vient avec, c'est la responsabilité qui vient avec d'avoir un appareil. Oui. Puis moi, j'ai beaucoup de parents qui vont me dire, oui, mais là, il y a 14 ans, il y a 15 ans, je ne commencerai pas à regarder ce qu'il fait en ligne. Mais j'ai en même temps, à 14-15 ans, tu ne lui permettras pas d'aller à New York tout seul, là. Oui, exact. T'sais? Mais là, c'est une immersion dans un New York ou dans n'importe où dans le monde que tu ne laisserais jamais aller là seul. Oui. Même s'il y a plein de belles affaires à voir à New York, il y a aussi plein d'affaires épouvantables comme partout dans la vie, mais il n'est pas équipé pour faire face à ça. Oui, tout à fait. C'est important. Donc, d'autant plus, je crois, quand on a un jeune qui présente des idéations suicidaires, je pense qu'on a une responsabilité comme intervenant de les prévenir sur ce qu'ils vont voir en ligne, qui ne fait pas de sens, puis qui n'est pas vrai. Oui. Parce que comme n'importe qui vit quelque chose, on veut le comprendre, puis Google devient là, la réponse à tout. Qu'est-ce que je fais si je veux mourir? Comment je fais pour mourir? Comment je fais pour m'en sortir, pour vivre? Ils vont le googler. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on a la responsabilité comme adulte qui est mis au courant de ça, de dire, voilà comment je vais t'aider, mais attention, voilà ce que tu peux vivre en ligne aussi. Tout à fait. Ça va éveiller, je crois, la pensée critique, parce que c'est ce qu'on veut. On veut emmener les jeunes à être critiques sur ce qu'ils voient en ligne. Oui. D'autant plus quand on est dans la vie et de la mort. Oui. Tout à fait. Toi, si tu avais quelque chose à dire à ta fille ou à ses amis sur qu'est-ce que tu vas voir en ligne si tu as des idéations suicidaires, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est certain que je leur dirais qu'il y a des sites officiels, un peu comme j'ai fait avec l'anxiété avec ma fille. Il y a des sites officiels reconnus qui disent les vraies choses. Puis les autres, c'est pas reconnu. Ils peuvent dire n'importe quoi, puis ça peut venir de n'importe où. Un peu comme l'idée des fausses nouvelles. Donc, c'est pas aidant. Fait que je serais plus dans l'autorisation de va sur celui-là, il est adéquat, il va t'aider. Les autres, tu y vas pas dessus. On serait plus là-dedans, dans ce type d'explication-là, mais lui offrir où aller. Va sur ce site, va sur cette plateforme-là, celle-ci, celle-là. Elle a un choix de plateforme où aller, un choix de place où aller. De cette façon-là, elle peut se permettre d'y aller quand elle est seule puis qu'elle va aller chercher l'information par elle-même, elle soit capable d'aller en chercher. Puis c'est quoi les plateformes que tu suggères aux adolescents? C'est sûr que les plateformes comme Jeunesse J'écoute, comme celle de suicide.ca qui est super, super intéressante. Il y a Réseau... Attendez, je l'ai dans mon téléphone, je le cherche. Je pense que c'est Réseau Ado. Qui est une plateforme intéressante qui a été créée par les centres de prévention, Réseau Ado, qui a été créé pour aider les jeunes justement qui vont pas bien, qui est fort intéressant, cette plateforme-là, entre autres, c'est qu'ils peuvent faire leur propre plan de si je vais pas bien, à qui je parle, qu'est-ce que je fais, vraiment bien bâti. Fait que je lui proposerais là, d'aller sur ces sites-là spécifiques. Et tout dépendant qu'est-ce qu'ils vivent, si, je reviens avec l'anxiété, si elle vit de l'anxiété, lui trouver des endroits pour gérer l'anxiété, des choses pour faire son anxiété. Si elle vit, si c'est d'autres choses qu'elle vit, si elle se questionne par rapport à son identité, je vais lui donner des places
pour aller chercher l'information par rapport à ça. Donc, au-delà de l'idée suicidaire, qui est un symptôme, c'est un symptôme de quelque chose, qu'est-ce qu'elle vit à l'intérieur, puis on va l'outiller par rapport à la problématique qu'elle vit. Oui. Je trouve que c'est ça. Puis, personnellement, c'est ce que je vis dans ma pratique, c'est un impasse. Le jeune ou l'adulte, il est dans un impasse qui est relié à une problématique réelle de sa vie. Oui. Et comme tu dis, c'est un symptôme sur lequel on doit agir. Oui. Mais ça ne suffit pas d'agir sur l'intervention suicidaire. Oui. On sécurise, mais après, il faut aller travailler le besoin qui n'est pas répondu en dessous, que ce soit l'identité, que ce soit les habiletés sociales. Un jeune souffre de manque d'habiletés sociales énormément. Puis là, il va dire, moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont beaucoup en ligne. Parce qu'en ligne, les habiletés sociales, même sur la lacunières, ça paraît pas. Oui. Tu as le temps de répondre, tu écris ce que tu veux, tu trouves un groupe qui t'accepte parce que tu vas rapidement vers des gens qui ont des mêmes intérêts. Donc, tu n'as pas à développer plus d'habiletés et tu ne souffres pas de ton manque d'habileté. C'est vrai. Mais quand tu te retrouves dans le cours d'école ou dans un souper de famille ou même juste au souper à table avec tes parents, ça se peut que tu te sentes bien mal puis tu fais « Arc, cette vie-là n'est pas pour moi ». Tout à fait. C'est important d'aller en dessous puis donc de référer à des centres de prévention du suicide, mais à d'autres, comme tu viens de le dire. Ben oui, il faut régler le problème. Tu sais, dans je veux dire, les Asiatiques, là, ils écrivent en signes, c'est des signes, pas des lettres. Et le mot crise, pour eux, c'est deux signes ensemble qui se nomment Ouija. Le premier signe, c'est le signe de danger, puis le deuxième signe, c'est opportunité. Puis ensemble, c'est ça, le mot crise. Fait que je pense que c'est un peu ça qu'on est en train de dire. Le symptôme est dangereux. Mais il y a une opportunité d'apprendre sur soi-même puis de faire en sorte que je rebondis face à cette situation-là puis je deviens encore plus fort pour continuer. Fait que c'est un peu ça qu'on veut faire en intervention de crise suicidaire. On veut réduire le danger, mais aller chercher l'opportunité, développer ce que la personne a besoin, aller voir le problème. Donc, il y a beaucoup de travail à faire avec une intervention suicidaire. Donc, d'autant plus avec ce qu'on vient de dire, l'importance de s'entourer comme intervenant, comme adulte, qui sommes soutenants. Oui. Puis là, ça m'amène à comment on outille des jeunes qui sont appelés à prendre soin de leur ami suicidaire. Oui. Et je découvre la responsabilité d'un ado de prendre soin d'un autre. Tout à fait. C'est là que je m'en allais. Hein. C'est très gros comme responsabilité, puis je la souhaite pas à un jeune. Je pense que tu peux être un ami, mais pas nécessairement un aidant. Donc, un jeune qui a un ami qui est suicidaire, il n'a pas à prendre ça sur ses épaules. Il doit aller voir un adulte. Il doit aller voir quelqu'un pour l'aider, pour l'accompagner. Et oui, il devient un allié avec son ami. Souvent, ce qu'on va dire, c'est qu'il devient l'allié de la partie qu'il veut vivre. Il devient son allié de ça. Hein. Souvent, les jeunes, ils ont peur d'aller voir un adulte parce qu'ils vont dire c'est qu'il me l'a dit dans la confidence, puis je vais être loyale envers lui, je ne veux pas briser ça. Puis une des choses que moi je dis souvent, c'est en dedans de lui, il y a deux choses. Il y a sa partie qui veut vivre, il y a sa partie qui veut mourir. Sa partie qui veut vivre te l'a dit. Elle te dit j'ai besoin d'aide en disant je pense au suicide. Ta partie qui veut mourir à boycott, elle a dit par exemple à personne, par exemple. Puis là, toi, ton choix, c'est d'être loyal. Envers qui tu veux être loyal? Envers ton ami qui veut continuer à vivre ou envers ton ami qui veut mourir? Fait que c'est là, sois loyal puis réponds à sa demande. Sa demande, c'est aide-moi. Comment tu peux l'aider? En étant loyal à sa partie qui veut vivre puis en allant chercher de l'aide puis en lui disant viens, on va aller chercher de l'aide ensemble. Fait que c'est un peu comme ça qu'on veut l'amener en disant sois loyal, amène cette partie-là, supporte sa partie qui veut vivre. C'est une belle façon. J'aime ça, l'image de être loyal envers qui, parce que le jeune veut tellement pas être déloyal. C'est ça. Il dit, il m'a confié quelque chose, mais c'est trop gros. Oui. Puis imagine, c'est toute la responsabilité puis la culpabilité qui vient avec le... Oui. Imagine qu'il pense à l'acte. Exact. Tu sais, était où la responsabilité du jeune? Donc, je vais pousser la question encore plus loin. Quand on est amené à travailler, intervenir avec ces deux jeunes-là, comme intervenant, quelle mission qu'on donne ou qu'on donne pas à ce jeune-là, à l'ami? La mission principale, c'est de faire en sorte d'amener son ami vers la ressource.
Donc, tu peux lui aller le voir puis il fait faire le faux choix, par exemple. Est-ce qu'on va ensemble voir un éducateur ou c'est moi qui choisis l'éducateur qu'on va voir? Qu'est-ce que tu préfères? Mais c'est un faux choix. On décide ensemble. Je vais le dire à quelqu'un. Maintenant, tu veux-tu choisir ou c'est moi qui choisis tout seul? Fait que ça, c'est la mission, qui est une grosse mission quand même. Ensuite, une fois qu'on est devant un adulte, on est devant un éducateur, à ce moment-là, il a rempli sa mission. Puis, ben, il va rester un ami, mais il ne devient pas un aidant. Il y a comme la peur du chantage qui est là. Si tu le dis, je vais le faire. Comment on outille l'ami avec ça? Ben, en fait, si tu le fais pas, il va peut-être le faire quand même. Fait que je pense que c'est un peu ça, c'est adresser la peur avec la réalité. C'est que si on fait rien, il va peut-être aussi le faire. Fait que je comprends que sa partie qui veut mourir te dit de ne pas le faire. On l'entend, sa partie qui boycotte. Puis c'est comme ça que j'utilise ces mots-là avec les jeunes. Hein, tu l'entends, sa partie qui boycotte, là, il a vraiment peur. Mais en même temps, il faut l'aider, ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas le laisser mourir comme ça, là. Hein, fait qu'on est plus dans ce type d'intervention-là. Puis oui, c'est épeurant. Puis je ne vais jamais mentir en disant qu'il ne sera pas choqué contre toi. Peut-être qu'il va être choqué. Moi, j'aimerais mieux que mon ami soit choqué et vivant que pas choqué mais mort. Ça, c'est mon choix à moi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu ça, là. On est dans... Je pense que c'est ça que tu viens de le dire. Il faut vraiment prendre soin de normaliser ce que le jeune vit, là. Oui. Puis de ne pas aller dans le... Ben, imagine que tu le dis pas, puis que là, tu l'amènes pas, puis qu'il le fait. De ne pas culpabiliser l'ami pour le convaincre d'amener l'autre. Oui. Je pense d'être vraiment dans... C'est vrai que c'est tough ce que tu vis, puis que tu n'es pas censé vivre ça, toi, à 14, 15, 16 ans ou 12. Exact. Puis à 20 ans, tu n'as pas plus envie, comme à 40, on n'a pas envie de gérer ça, jamais. Mm-hmm. À n'importe quel âge, on a besoin d'aide pour ça parce que c'est vraiment dur. Oui. Puis moi, j'aime bien mettre en place des interventions aussi pour l'ami après. Ben oui. Parce que là, il fait comme, OK, je t'ai amené mon ami, tu prends soin, OK, mais après moi. Oui. T'sais? Oui, tout à fait. Tu sais, avec les proches, que ce soit un adulte, un jeune, puis même quelqu'un dans une école qui n'est pas nécessairement, là, qui n'a pas le rôle d'aidant, ça fait vivre beaucoup de choses, ça l'amène beaucoup de peur. Fait que oui, il faut prendre soin d'eux pour plusieurs raisons. Prendre soin d'eux parce qu'on ne veut pas qu'ils deviennent vulnérables, mais c'est aussi qu'ils sont dans l'environnement de cette personne-là. Puis parler une fois de ses idées suicidaires, ben c'est comme un rhume, hein, symptôme. C'est pas parce que j'ai commencé à prendre des médicaments que le symptôme disparaît. Fait qu'il va être encore confronté à ça. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il ait pris un recul approprié, qu'il ait pu nommer puis ventiler ses émotions pour qu'il ne tombe pas dans des peurs ou des perceptions qui seront plus aidantes, que ce soit l'impuissance, la colère, la culpabilité qui va faire qu'il va agir différemment. On veut aussi les outiller sur, mais si ça revient, qu'est-ce que tu pourrais faire ou qui tu vas aller voir à ce moment-là? Donc, faire en sorte qu'ils sachent quoi faire les prochaines fois. On veut faire ça aussi. Puis, qu'est-ce qu'on évite? On évite de juger, on évite de moraliser, etc. Fait qu'on l'outille pour qu'ils se sentent adéquats pour les prochaines fois. Mais on ne veut pas nécessairement qu'ils deviennent aidants, on veut qu'ils deviennent un proche outillé. C'est ça, c'est une belle nuance parce qu'effectivement, il ne faut pas le former en pensant qu'il devient une intervenante pour son ami. Non. Il y a des limites c'est ça. De ne pas prendre pour acquis qu'il y a certaines choses qu'il sait d'emblée. Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas jusqu'à temps qu'on leur dise, comme tu as dit, qu'on pense qu'ils savent, ils ne savent pas encore. Encore le répéter. Mais c'est la même affaire que les adultes, c'est ça la vérité. Oui, on ben oui. Ben trop vite que parce qu'on a enseigné quelque chose, l'autre l'a catché. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup d'adultes, tu sais, ça a l'air, pour nous qui est dans le milieu, ben, tu sais, de dire pas moraliser, pas juger, c'est d'une évidence. Mais c'est important de le dire aux parents parce que d'emblée, ils font pas exprès. Mais dans le discours, mais c'est juste une petite blonde.
Ben, c'est pas juste une petite blonde, il veut mourir parce qu'elle n'est plus dans sa vie. Sa blonde. C'était sa blonde. Ouais. De nommer les choses comme ça, ben, en le nommant comme ça, ben, c'est jugeant, c'est moralisant. Il n'aura pas envie de t'en parler. Il se sent jugé. Tu es en train de dire qu'il n'a pas raison d'avoir mal de même. Fait que c'est important que le parent l'entende parce que le parent, il va continuer à le voir, hein, le jeune. Puis c'est important que le parent comprenne que ses émotions sont valables, peu importe la situation. Oui. Puis moi, j'ai eu plein de parents des dernières années qui nommaient avec toutes les bonnes intentions du monde tout ce que ça démolirait dans leur vie si le jeune le faisait. Mais en disant, je vais lui montrer comment il tient, comment on tient à lui. Je comprends l'idée. Puis je peux même pas imaginer être un parent puis vivre ça. Maman, moi, ça me fend le cœur en deux quand je me mets quelques secondes à leur place. Mais c'est tout sauf ce qu'ils ont besoin. Et comme là, t'as pas d'outils, tu sais pas comment vivre, mais regarde comment t'es épouvantable de vouloir mourir. Avec tout ce que ça va nous créer, tu sais, ça revient. Tu sais, c'est un peu comme dire, t'es bien égoïste de nous faire ça. Oui, c'est culpabilisé. C'est pas ça qui veut être dit. Donc, il faut outiller les parents aussi sur quoi dire, comment le dire, prendre soin de ce que ça leur fait vivre pour qu'ils restent aidants. Oui, parce qu'ils sont démunis. Oui, tout à fait. Puis là, ça, c'est on n'est même pas dans endeuillé par suicide. Non. Oui. Ils sont démunis. C'est épeurant. Et aussi, c'est redondant. Qu'est-ce que tu veux dire, redondant? Ben, c'est que c'est régulier. Tu sais, quand tu vis avec la personne, puis je l'ai dit tantôt, quand tu vis avec une personne suicidaire, c'est que ça revient constamment. Et là, tu pensais que ça faisait 3 jours qu'elle allait bien puis que c'était fini. Et là, pouf, il retombe dans un down, puis il recommence à parler de la mort. Puis tu dis, ben voyons, je pensais que c'était fini. On repart pas là-dedans. Fait qu'il y a comme quelque chose de lassant à la longue quand tu es avec la personne, parce que tu vis les hauts et les bas avec la personne. Fait que ça fait en sorte que c'est important de régulièrement les prendre du recul, parce que tu vis ces hauts et ces bas-là. Puis tu te dis à un moment donné, « Oh mon Dieu, je pensais qu'elle allait bien. Finalement, il va pas bien. Ça va-tu finir un jour? » C'est ça. C'est ça, la redondance, ça devient lassant, puis ça devient épuisant à la longue. Puis c'est un peu le phénomène qu'on voit sur les réseaux sociaux. Quand on parlait tantôt, justement, que ça brûle, le monde se désensibilise à voir ça. Parce que moi, OK, là, c'est sa 20e publication cette année là, qui est allée de vivre. Il désensibilise, mais à un moment donné, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire où aller déposer ça plutôt que sur Internet? Oui. Mais il le dépose là où il pense qu'il peut le déposer et là où il se sent capable de le déposer. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Mais c'est sûr que ça devient difficile, puis il faut sensibiliser les jeunes justement aux réseaux sociaux, de dire, bien, il y a des endroits où l'écrire, il y a des lieux où aller chercher de l'aide. Mais effectivement, que Facebook, Instagram, TikTok, c'est pas le lieu. Puis tu recevras pas la réponse dont tu as besoin, bien souvent. Non. Ben oui. Oui. La réponse peut être très blessante même. Caroline, ça peut être tellement agressif ce qu'on peut lire. Oui. Des fois, c'est des adultes qui écrivent ça, puis on dit, je peux pas imaginer qu'il y a un adulte qui a écrit ça, là. Entre jeunes, ce qui peut s'écrire, puis ça dure après. Ben oui. Ça reste en ligne, ce qu'ils publient. Oui. Donc, si tu es dans un groupe de jeunes qui est intéressé à en entendre parler, puis que tu avais une affaire à leur dire sur la prévention du suicide, quoi faire, comment le faire, peu importe, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire, qu'ils soient en ligne ou pas, là. Parce qu'on va s'imaginer qu'on les a pris en ligne puis qu'on les a rendus face à face. On ne fait pas cette intervention-là en ligne. Puis là, est-ce que c'est des jeunes vulnérables ou c'est juste des jeunes que tu as trouvés un peu partout, là? On va le séparer en 2 branches. Des jeunes qui ont cette envie-là peut-être de mourir quelque part dans leur tête. Ben, tu vois, surtout si c'est en groupe, moi, ce que je ferais, c'est que je parlerais de l'important, de cette ambivalence-là qu'on a tous en dedans de nous. On a tous une partie qui veut mourir, une partie qui veut vivre. Quand on va bien, on la sent pas, notre partie qui veut mourir. C'est un instinct de mort qu'on sent pas.
quand on va moins bien puis on est vulnérable, on commence à la sentir puis elle prend plus de place. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de... C'est une histoire amérindienne sur les deux loups. Non? Non? C'est un grand-père là, qui parle avec son fils, son petit-fils sur le bord d'un feu. Puis le jeune ne va pas bien, il est vulnérable, il est suicidaire. Puis il dit j'ai l'impression d'avoir en dedans de moi deux loups qui s'affrontent. Puis j'arrive pas à déterminer lequel va gagner. J'en ai un puis que son grand-père embarque, il dit ça, c'est les deux loups, on a tout ça dans nous. Il dit le loup de la mort, le loup de la guerre, le loup qui est très agressif, qui est à l'intérieur de nous, puis on a le loup de l'espoir, de l'amour, des relations. Puis on a ça. C'est un combat éternel en dedans de nous. Puis le jeune dit, je comprends pas. Il dit, comment je vais faire pour savoir lequel qui va gagner? Puis le grand-père dit, ça dépend lequel tu nourris. Fait que je pense qu'une des choses à faire, c'est qu'ils comprennent ce principe-là. On comprend qu'on a ça dans nous, puis qu'on doit nourrir le bon loup, on doit nourrir la bonne partie, nourrir nos raisons de vivre, les agrandir, les développer. Puis ça va faire que tout naturellement, ça va tasser la partie qui veut mourir parce que ça va prendre de l'ampleur, ça va prendre de la place. Fait qu'est-ce qui me rattache à la vie? C'est quoi mes objectifs? C'est quoi mes forces? Qu'est-ce que j'aime? C'est quoi ma flamme intérieure? Comment je fais pour mettre une bûche là-dedans pour que ça... C'est ça qu'on veut. Puis je pense que c'est ce que je travaillerais avec des jeunes. Surtout si ils sont en grand groupe. Puis tu sais, ça résonne tellement ce que tu viens de dire. Puis clairement, si tu me permets, je vais leur raconter cette histoire-là. Ben oui. Il y a cette version-là, tu l'as en toutes sortes de versions sur Internet. Tu mets la légende des deux loups. Quelle belle légende pour parler de ça. Puis ça m'amène plus loin que ça. On parlait tantôt, là, l'intervention suicidaire, c'est un symptème. L'hésitation suicidaire, c'est un symptôme. Puis on parle de santé mentale derrière ça, mais c'est questionnable. Est-ce que notre société nourrit la partie qui veut vivre de tout le monde, dont des jeunes? Est-ce qu'on met l'environnement qui nourrit cette partie-là consciemment chez nos jeunes? Oui. De 2013 à 2019, on a doublé le taux de troubles d'anxiété généralisée chez nos jeunes. C'est l'Association des médecins psychiatres qui l'a sorti. 37% des jeunes, en 2019, cote de détresse psychologique élevée. Oui. Est-ce qu'on nourrit la partie qui veut vivre? Est-ce qu'on donne du sens à ce qu'ils font? Puis peut-être que si consciemment, même sans être dans l'intervention suicidaire, si consciemment on se dit quand je rentre à la job, je nourris les parties qui veulent vivre, je nourris le bon loup. Pas que l'autre n'est pas bon, là, mais là. Oui. Je nourris le loup qui veut vivre. Oui. Ben, je suis déjà en train de faire de la prévention en matière de suicide. Tout à fait. Il y a des gens il y a des centres de prévention suicide qui font des suivis en face à face, puis un des suivis qu'ils vont faire, c'est ça. Ce sont des rencontres. Et pendant les rencontres, ils ne travaillent pas les idées suicidaires. Ils ne font que travailler les raisons de vivre. Donc, si la dame, c'est de faire des aménagements fleuraux, ils vont faire des rencontres d'aménagements fleuraux. Ils ne vont que nourrir cette partie-là pour faire en sorte qu'elle le développe. Puis ça fait en sorte que la personne s'approprie ce qui lui fait du bien, s'approprie à elle-même, puis tu reprends le pouvoir sur toi-même. Parce que tu as l'impression de perdre du pouvoir quand tu as des idées suicidaires, tu as l'impression d'avoir perdu cette partie-là. Écoute, merci tellement pour cette belle conversation-là. Puis comme chaque fois que je parle de suicide, à la fin de la conversation, je trouve qu'il y a tellement d'espoir. Oui. Il y a plein de belles choses qu'on peut mettre en place pour nourrir ce loup-là qui veut vivre. Je pense qu'il faut être créatif dans la façon de le faire. Puis c'est ce qui génère le moins d'impuissance aussi, parce que ça, on peut le travailler. Tout à fait. Je pense que tu as raison. Je regarde, c'est vrai que les jeunes sont de plus en plus vulnérables. Quand on intervient dans des écoles, c'est la majeure partie des jeunes qui sont vulnérables. Il y a quelque chose dans être sur son X, avoir un sens dans ce que tu fais, puis être capable de développer ce que tu aimes, ce qui te
ce qui te fait vibrer, Oui. je pense que tu as raison, on est un peu à côté de la traque par rapport à ça. Mais, tout le monde est censé rentrer dans le même chemin. Une boîte Dans pour tout même... le monde. Puis même, tu sais, le fameux X que tout le monde cherche. Tu sais, j'aime tellement ça dire aux jeunes que ce X-là, je vais le chercher toute ma vie parce qu'il bouge tout le temps. Oui. Les gens sont comme, je suis pas encore sur mon X, merde, je suis pas sur mon X. Tu sais, l'idée, c'est de tendre vers ton X. Ton X, c'est ce que tu es, ce qui t'anime, mais ça va changer toute ta vie, ça. Oui. C'est parfait parce que tu n'as pas envie d'arriver à une place et de dire, bon, mais parfait, c'est ça jusqu'à la fin. Oui. Donc, je pense que c'est ça. Il faut recontextualiser certaines choses. Il faut revenir à la base, à la relation, ce qui est une problématique avec les réseaux sociaux parce qu'on n'a jamais été autant connecté mais déconnecté. Tout à fait. Il faut remettre de la relation dans la vie de tous les jours. Il faut remettre du sens, il faut remettre du mouvement. Je pense que c'est ça qui va faire la plus grande différence dans la vie de nos ados et des adultes qui vont devenir aussi. Oui. Amélie, merci beaucoup de ce temps-là. C'est vraiment précieux. Puis, au plaisir de se retrouver dans une autre activité possiblement. Tout à fait. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Connecté. Ce balado a été créé dans le cadre du projet Alterado, présenté par le Regroupement des maisons des jeunes du Québec et financé par le Secrétariat à la jeunesse. Connectés ensemble pour des liens solides.